Là, on va avoir une session un peu raccourcie puisque Fraser McQueen est coincé à Londres, elle n'a pas pu se joindre à nous. Donc, on pourra déjeuner un peu plus tôt, le buffet est arrivé. Et on va donner la parole donc, à Christophe qui va présenter son travail et sa communication intitulée Le djihad en France, un phénomène générationnel. Merci beaucoup. Voilà. Allons-y alors. Bonjour tout le monde. Oui, donc moi je m'intéresse au lien entre la culture dite populaire et la mémoire collective, la production culturelle. Je m'intéresse aussi aux représentations fictionnelles de la guerre en général et en particulier celle de la résistance française, la façon dont la somme des œuvres auxquelles on est exposé dans une vie impacte notre façon de comprendre. Et ça va être un peu le sujet de ma communication aujourd'hui. Et donc, je suis désolé si... Est-ce que vous m'entendez bien au fond? Un petit peu plus fort? Ok, parce que j'ai un petit mal de gorge. Si c'est toujours pas assez fort, n'hésitez pas à m'inviter à parler plus fort. Tu ne m'as toujours pas expliqué ce qui attire les gosses d'ici, là-bas, en Syrie. C'est ce que demande Charlotte, personnage du roman de Pascal Manoukian, paru en 2017, ce que tient ta main, droite t'appartient. Peu de temps avant de périr sous les balles d'un djihadiste à la terrasse d'un café parisien branché. Alors, la réponse de Karim, dont elle porte l'enfant, ne laissera probablement pas insensible. Ça arrive à chaque génération. Les jeunes communistes rejoignaient l'Union soviétique pour vivre dans une société sans classe. Les hippies partaient à Katmandou en rêvant d'un monde sans violence. Pour tous ces types aujourd'hui, l'aventure, c'est plus de faire Paris-Dakar, mais Paris-Raqqa. Alors, nombreux sont en effet les observateurs à accorder à ce désir d'aventure une place non négligeable dans les motivations qui ont poussé ces jeunes Européens partis faire le djihad. C'est en substance ce que raconte Mourad Benchalali dans le récit de son incarcération à Guantanamo, Le piège de l'aventure, paru en 2016. Conséquence, nous dit-il, d'une erreur de jeunesse commise à l'été 2001, quand, âgé de 19 ans, il se laissait convaincre de partir en Afghanistan pour y passer l'été. Le djihad, nous dit-il, non, une aventure qui avait un vague parfum de clandestinité, un côté cinéma, une rupture dans la routine de la vie en banlieue de Lyon. Alors, le djihad aujourd'hui, s'agit-il vraiment d'un simple phénomène générationnel ou simple désir d'aventure? C'est ce que nous allons voir. Manoukian fait partie de ces écrivains à s'être penché sur l'histoire immédiate et un phénomène plus réel que jamais afin d'apporter une réponse littéraire à une question obsédante, mais également François Valéjot, Julien Suado ou encore Phénix, dont nous allons voir ici, même brièvement, les points de contact qui existent entre leurs œuvres. Mais avant d'aller plus loin, une première question s'impose. Pourquoi vouloir se plonger dans des lectures dont on sait qu'elles vont nous glacer le sang, qu'elles vont nous faire revivre des moments douloureux, au risque d'ajouter encore un peu plus à cette grande peur que l'évocation même du terrorisme, de terrorisme engendre? Simple fascination pour l'horreur, ou se pourrait-il, au contraire, que la mise en fiction d'un phénomène terrifiant permette d'aller au-delà du malaise qu'il inspire? Vous m'entendez toujours derrière? On ne sait plus qui croire, qui lire, tant l'offre abonde. Sociologues, historiens, théologiens, philosophes, écrivains se succèdent, s'empilent parfois, pour tenter de déchiffrer l'indéchiffrable. C'est ce que déclarait Yann Moix en introduction d'un livre de réflexion inspiré par la terreur. Et le polémiste ajoutait, écrivant ces lignes, je n'échappe pas à ce que je suis en train de dénoncer.
l'inflation du discours sur des faits dont la nature même est de narguer, puis de neutraliser le bien fondé de la raison, l'acuité de ses hypothèses et la pertinence de ses conclusions. Mais la tâche d'une société civilisée, tandis que la barbarie tente de la gangréner, réside davantage dans la profusion de la pensée que dans sa restriction. Aussi, cette communication s'inscrira-t-elle, pour ne pas dire s'empilera, dans une démarche inflationniste, dans cette tentative peut-être vaine d'essayer de comprendre ce qui demande à ne pas l'être. Alors, rappelons que le terrorisme, pour reprendre un concept popularisé par un universitaire américain, David Rapoport, de l'Université de Californie à Los Angeles, a connu diverses formes et est apparu par vagues, chacune marquée par une idéologie différente, particulière, anarchisme révolutionnaire, libération nationale, extrême gauche, religieuse, et correspondent plus ou moins au temps d'une génération. Mais dans l'inconscient collectif, aujourd'hui, le terrorisme est certainement essentiellement islamiste, du fait de son actualité, de son caractère international, mais également parce qu'il renvoie à une vision, il renvoie à la figure de l'autre, à une vision binaire du monde, eux contre nous, exacerbée par les attaques du World Trade Center et la guerre contre le terrorisme qui s'en est suivie. Donc, pas surprenant que ce terrorisme-là, qui domine un corpus pour le moins conséquent aujourd'hui de fiction, qui met en scène l'acte terroriste, moins pour en exploiter le caractère fondamentalement dramatique, spectaculaire, que pour tenter d'en comprendre les mécanismes. Pour Nicolas Hénin, auteur d'un ouvrage fort utile sur la question, comprendre le terrorisme, combattre le terrorisme, c'est d'abord vaincre la peur qu'il inspire et ce qui passerait pour cet ancien otage de Daesh, en partie par le développement d'une culture de résilience dans laquelle le projet littéraire de quelques auteurs que je viens de mentionner semble, leur projet s'inscrit dans cette dynamique. Et comprendre s'imposerait alors comme le premier rempart, comprendre pour mieux combattre, et non pas pour excuser, comme l'a malencontreusement suggéré un ancien Premier ministre. Mais pour cela, il apporte déjà de bien nommer, afin de ne pas ajouter au malheur de ce monde, pour reprendre les mots de Camus. Alors, en 2015, au lendemain des attaques du 13 novembre 2015, François Hollande, alors président de la République, déclarait que la France est en guerre. Remarque formulée sous le coup de l'émotion, et qui n'avait pas manqué de soulever quelques interrogations. En guerre, mais contre qui exactement? Henri Rousseau rappelait d'ailleurs que tout état de guerre suppose de bien identifier l'ennemi. Et Henri Rousseau se faisait ici l'écho à une remarque de Jacques Derrida, se méfiant déjà à l'époque de certains abus rhétoriques après les attaques du 11 septembre de la part du président américain de l'époque. Il disait: Bush est en guerre, mais il est bien incapable de déterminer l'ennemi auquel qu'il a déclaré la guerre. Or, en novembre, comme en janvier 2015 à Paris, ou à Toulouse, ou à Montauban en 2012, l'un des adversaires engagés a souvent été un produit de l'école républicaine ainsi que du système carcéral français. Alors, comment expliquer cette utilisation de la violence contre le pays qui les a vus grandir et qui pousse au djihad ces jeunes dont le pays est l'une des cibles privilégiées? Au-delà de ce désir d'aventure évoqué en introduction, le narrateur de Code Nemesis de Phoenix, c'est un pseudonyme, et on comprend à la lecture de ce roman que son auteur était bien informé. Le roman est paru en 2019 et le narrateur se fait l'écho de la position de Karim sur ce qui me semblerait être un simple phénomène de génération. D'une génération désenchantée par une société occidentale jugée décadente à laquelle le projet islamiste semble offrir une alternative convaincante.
Si Arnaud Clémence, le protagoniste pardon, du roman Parti faire le djihad en Syrie, avait vécu dans les années 30, il aurait été communiste, ou il aurait rejoint les brigades internationales, ou les anarchistes du POUM. Mais il ne vivait pas dans les années 30. Aujourd'hui, seuls les islamistes offraient un projet de destruction de la société occidentale. Alors Arnaud Clémence est un jeune converti, éduqué, qui illustre parfaitement cette propension pour l'extrême propre à ces jeunes gens partis faire le djihad, en même temps que ce qui semble être dans l'air du temps, l'esprit d'une époque, conséquence d'une société en crise. Clément est un idéaliste, rebelle, intelligent, politiquement engagé. Si ça avait été dans les années 70, il aurait fréquenté les mouvements d'extrême gauche. Trotsky n'ayant plus la cote, il s'est tourné vers le prophète. Il veut la révolution mondiale. Dans Métamorphose de François Valéjot, paru en 2012, Alix ne dit pas moins à l'endroit de son demi-frère, lui aussi gagné à la cause djihadiste. Pour te sentir exister dans ton époque, tu te serais laissé embarquer par n'importe quel groupe. En 70, tu aurais filé au Cambodge chez les Khmers rouges. Dans les années 30, je t'imagine plus stalinien que Staline ou facho. Aucune motivation intérieure. L'époque, c'est tout. Mais pour revenir à Manoukian, au-delà de ce qui semblerait être un simple phénomène de génération, la radicalisation des jeunes serait cependant également imputée à une forme d'appauvrissement intellectuel dont les médias seraient en partie responsables, et d'autre part, au succès des groupes terroristes rencontrés dans la guerre de la rhétorique, non seulement pour recruter, mais également pour influencer la zone dite grise, de modérés située entre celle des mécréants et celle des djihadistes. Et l'extinction de cette zone grise doit conduire à l'éclatement d'une société par sa polarisation, et ce qui en fait un objectif prioritaire de l'autoproclamé, État islamique. Manoukian. Al-Qaïda vivait à l'âge des cavernes, dans les grottes de Tora Bora. Daesh vit à celui du buzz et des réseaux. Son cheval de Troie, c'est l'inculture. Tous ces cerveaux d'adolescents rendus disponibles à force de les remplir de vide. L'organisation a mis la main sur des codes inventés pour anesthésier une partie de la jeunesse. Chaque film de la division médiatique est un formidable teaser pour tous les recalés de la vie. Alors, le décalage qui existe, comme l'auteur le démontre bien, entre un idéal magnifié et une réalité macabre, serait la conséquence d'une entreprise médiatique brillamment menée, capable de s'engouffrer dans toutes les brèches ouvertes par une incapacité à penser par soi-même. L'inculture serait ainsi un terreau particulièrement fertile à la radicalisation, la faute pour l'auteur et son narrateur de ce que Tiens ta main droite appartient, en partie à des médias sous l'emprise de la dictature de l'audimat. En fait, nous dit-il encore, en bourrant la télévision de bout de rien et de TNT, celle-ci avait fini comme les barils de Bachar par faire énormément de victimes pour pas cher. Donc, communication d'une redoutable efficacité d'un côté, échec des médias empêtrés dans la course frénétique du sensationnalisme, privilégiant la réaction à la réflexion de l'autre. Alors, si pour Manoukian, les médias semblent en partie responsables de l'abaissement intellectuel de toute une génération, contribuant ainsi à la fragiliser, Julien Suado, auteur de Dawa, paru en 2014, va plus loin encore. Ces jeunes qui partent se battre ou se former à l'étranger pour mieux frapper le pays qui les a vus grandir sont autant de constats d'échec de la société française. Parler du terrorisme qui a touché la France implique ainsi nécessairement parler des maux qui la rongent. La politique ne peut rien par les temps mous où nous vivons, cette époque moyenne en tout point, sans panache, où nous croyons la République en danger parce qu'une poignée de vauriens joue les croque-mitaines sur Internet, alors que le grand péril se situe au cœur du système. C'est ce que déclare un personnage, un porte-parole, j'ai envie de dire, de l'auteur dans Dawa.
Et le succès médiatique de la mise en spectacle de l'horreur par un petit groupe d'individus dans le but de fasciner autant que de terroriser ne saurait nous détourner du problème de fond. C'est la position donc d'Hélène Faure, le personnage que je viens de citer, qui refuse de se cacher derrière certaines théories qu'on pourrait également qualifier de radicales, élevées au rang de menace patente par une partie de la classe politique. Point de péril fondamentalisme, de grand remplacement ou de choc des civilisations ici. D'ailleurs, pour mieux comprendre le titre du roman de Julien Suado, il y a deux sens à Dawa. Un sens littéral, l'autre figuré, argotique. Et ici, il ne s'agit pas d'une technique de prosélytisme, c'est plutôt le grand bazar qui est devenu, pour parler polymorphe, qui est devenu la France, selon son auteur. Ce livre est un cauchemar, déclaré une journaliste au sujet du premier roman de Julien Suado, paru un an avant les attaques de novembre 2015, livre aux accents donc étrangement prémonitoires, dans laquelle une cellule de terroristes français prépare une série d'attaques simultanées perpétrées un vendredi 13. Un cauchemar, c'est vrai, mais un cauchemar dont on ressort paradoxalement un peu plus éveillé, tant la représentation sans phare de l'actualité chaude de la France que sa lecture nous propose, nous éclaire sur les véritables sources du mal souvent occultées. Hélène Faure, encore, déclare ainsi sans embâge: le problème de fond concerne la jeunesse de notre pays dans son ensemble et la génération démissionnaire de baby-boomers qui l'a envoyé dans le mur par son laxisme et son égocentrisme. La réalité, c'est que la jeunesse française est notre problème à tous, certainement pas notre solution, du moins dans son état actuel. La négligence culturelle et civile est le poison qui rend notre pays inhabitable. Et ce mal n'a rien à voir avec les conditions économiques et sociales, ni avec l'immigration. Alors, les raisons socio-économiques souvent évoquées comme faisant le lit du terrorisme sont ici en partie réfutées. Le vrai problème, c'est la démission des parents et l'inculture d'une génération abandonnée aux réseaux sociaux. Il n'y a pas, ajoute encore Hélène Faure, de péril islamo-arabe en France. Le vrai danger qui nous menace, c'est cette bêtise dont le gène sommeille dans le crâne de tous les enfants de la démission, tous ces mutants blasés et à l'âme numérique née après 1980, du renoncement de leurs parents et du délitement de l'école. Alors, si une certaine génération serait donc ainsi plus prédisposée qu'une autre à céder aux sirènes du djihadisme, c'est en effet qu'il comblerait un manque, une absence familiale, de sens, d'opportunité. Et comme le montrait déjà L'agent secret de Conrad, roman d'espionnage traitant aussi bien d'aliénation urbaine que de dégénération sociale, le terrorisme fonctionne comme le révélateur impitoyable des dysfonctionnements de la société dont les éléments les plus fragiles trouvent parfois dans la radicalité un exutoire. Ainsi, pour Valéjo, le terrorisme nous dit de façon inacceptable ce que nous sommes. Aussi, pour comprendre l'autre condition où la violence aveugle renvoie le terrorisme pour l'y enfermer, il importe d'abord de nous connaître, nous, cibles potentielles et juges à la fois. Et si apprendre à les connaître, eux, aider à mieux nous comprendre, proposait ainsi le sociologue Fabien Truong en introduction de son ouvrage sur le nouvel extrémisme Made in France. Dans Le Français, deuxième roman de Julien Suado paru en 2015, dans lequel l'auteur prête à son tour un corps romanesque à un bourreau, cette opposition binaire, eux contre nous, qui définit l'état de guerre supposé dans lequel la France serait tombée après les attaques répétées de 2015, se retrouve ainsi renversée. Il n'y a pas de barbares. Nous sommes vous. Vous ne pouvez pas nous faire la guerre. Nous sommes vous. Nous sommes la mauvaise herbe, la grande maladie.
C'est ce que déclare le parfait anti-héros du roman. C'est un jeune blond aux yeux bleus converti, je crois qu'il vient de Normandie. Il est parti au Mali suite à une peine de cœur. La goutte d'eau de trop dans une existence en quête de sens. Et cette maladie est un cancer, non pas un virus, comme le déclarait Baudrillard au lendemain des attaques du World Trade Center, ou plus récemment Gilles Kepel, pour qui le djihadisme aurait prospéré en France à la manière d'un virus. Le mal vient de l'intérieur de la société, donc, mais également, bien sûr, d'une fragilité parfois déterminante dans ce processus de radicalisation qui ne cesse d'alimenter les interrogations. À l'invisibilité, l'instabilité, l'absence de sens, le djihadisme proposerait le contraire, au renoncement à la fierté. En bref, une trajectoire inversée qui s'opposerait à la fatalité d'une forme de déterminisme social. Le narrateur anonyme du français revient ici sur les origines de son mal-être et de son engagement. La seule chose qui comptait, c'est le fait de vivre mal. C'est ça qui vous jette dans le vide. Et la nature ayant horreur du vide, l'État islamique s'y engouffrerait donc pour offrir une sorte de package d'existence clé en main à ceux qui ont perdu espoir d'y trouver un sens, tout comme à ces recalés de la vie, incapables de trouver leur place et leur dignité dans une société devenue à leurs yeux corrompue. Devenue parce qu'ils ont quand même longtemps partagé les codes et les plaisirs avant de les rejeter en bloc. C'est d'ailleurs en substance l'intuition d'Olivier Roy, pour qui les causes de la radicalisation résideraient essentiellement dans un conflit de génération. Les jeunes djihadistes français ne voudraient ni de la culture de leurs parents, ni d'une culture occidentale devenue, selon lui, symbole de leur haine de soi. Et la violence à laquelle ils adhèrent serait alors une violence moderne. Ils tueraient comme comme aux États-Unis, les tueurs de masse le font très souvent. Dans le français, Jacques, d'ailleurs, c'est un jeune converti américain. Il a rejoint les rangs de Daesh. Il explique au narrateur les raisons de son engagement. Tout ça n'avait aucun sens. Il m'a répondu que la vie était trop vite chez lui en Amérique. Il y avait même un moment où on étouffait, où on se lassait même de The Grind and the Call of Duty, des jeux vidéo ultra violents. C'est pour cette raison que les jeunes finissaient par disjoncter et tirer sur tout ce qui bouge dans les écoles et les centres commerciaux. Lui, il préférait l'exotisme. Il n'avait pas besoin de raconter d'histoire, mais il voulait de l'aventure et de l'action. Pour Olivier Roy, nihilisme et orgueil seraient également profondément liés. Il s'agirait avant tout d'une islamisation de la radicalité et non pas d'une radicalisation de l'islam, point de vue soutenu par Gilles Kepel. Le salafisme constituant alors un produit, je cite, qui convient à des jeunes en rupture de banc, rupture sociale, mais également familiale. Alors, sans pour autant tourner le dos aux approches qui dominent, selon lui, les débats en France, culturalistes, guerre des civilisations ou tiers-mondistes, souffrance postcoloniale, identification à la cause palestinienne, rejet des interventions occidentales au Moyen-Orient, exclusion d'une société française jugée raciste et islamophobe. Pour Roy, le problème se veut essentiellement être celui de la révolte des jeunes. Alors, aussi didactique, les quelques fictions évoquées ici puissent-elles parfois être, leur lecture soulèvera certainement autant de nouvelles questions qu'elle n'apportera de réponses, mais encore une fois, la profusion de la pensée est sans aucun doute toujours plus souhaitable que sa restriction. Pareille profusion permet d'ailleurs d'éviter les barres de codage qui contribuent, selon Guy Debord, à généraliser au plus vite. En outre, la réponse d'une démocratie, même si cela donne parfois lieu à des mesures considérées comme liberticides, ne serait pas d'ignorer sa part de responsabilité. Et prévenez encore Debord, ne saurait être jugé sur ses ennemis plutôt que sur ses résultats. Si
elles n'occultent pas la dimension géopolitique de la question. Ces fictions rappellent ainsi qu'il existe une composante spécifiquement française du djihad. J'ajouterai que telle profusion de la pensée permet tout autant de rappeler que le processus de radicalisation et le fait terroriste, qui en est parfois son expression, ne saurait être réduit à une seule et unique cause, évidemment. Alors, que peut la littérature, et en particulier le roman, pour ceux et celles qui lisent encore, j'ai envie de dire, le roman peut alors, à mon sens, constituer un apport non négligeable au domaine de réflexion scientifique dont il se nourrit et qu'il complète en illustrant les théories, en les synthétisant de façon subjective, en même temps qu'il en teste les limites. Surtout, le discours sensible qu'il propose peut offrir un certain soulagement, mais un soulagement réel, qu'une recherche strictement érudite ou qu'une information partielle et spontanée à travers les médias, et rappelons que notre expérience du terrorisme est généralement essentiellement médiatique, permettent plus difficilement. Aussi, ce travail de seconde main, comme l'a pu le qualifier Catherine Graal en introduction d'un colloque sur la question qui nous intéresse ici aujourd'hui, ce travail de seconde main, donc, demeure plus que jamais, à mon sens, de première importance et une étape essentielle dans le développement d'une culture de résilience, un acte de résistance. Donc. Je vous remercie.